Bonjour, cours de chimie de terminale numéro 6, prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique. Alors on va revoir au cours de cette petite leçon un certain nombre de notions qui ont été vues en classe de première et même qui ont été vues en début d'année de terminale. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la transformation chimique que j'étudie est une réaction totale ou pas? Je suis partie d'un exemple avec un protocole expérimental. Lorsqu'on mélange une solution aqueuse de Pb2+, et une solution de iodure de potassium contenant les ions I-, on observe la formation d'un précipité jaune d'iodure de plomb, selon l'équation Pb2+, plus 2I- donne PbI2 solide. On va reconstruire le tableau d'avancement de cette réaction à partir des données expérimentales qui nous sont fournies. Donc par exemple, on nous dit qu'on travaille avec 10 ml de solution de plomb à 10-1 mol par litre. Je vais en déduire la quantité de matière de ces ions plomb. Donc 10 fois 10-3 fois 10 puissance -1, ça fait finalement 10-3 mol de Pb2+, donc 1 millimol. Vous voyez que j'ai travaillé en millimol mon tableau d'avancement. Pour I-, même chose, 20 ml à 10-1 mol par litre, ça fait 2 millimoles de I-. Et bien évidemment, le précipité jaune, je ne l'ai pas tant que je n'ai pas mélangé les deux réactifs. L'état final de ce mélange, 1 moins l'avancement final. Pour I-, je reprends toujours la quantité de matière initiale, 2 moins, pensez bien au coefficient stoichiométrique 2 qui est ici, moins 2xf, et puis pas de coefficient stoichiométrique, donc xf. Si jamais la réaction était totale, xmax peut assez vite se calculer. Ici, si je remplace xmax par 1, ça me fera 1 moins 1 égale 0. Pour le même xmax 1, ça me fera toujours 0. Autrement dit, les deux réactifs ont été placés dans des conditions stoichiométriques, puisque les deux réactifs sont limitants, et je vais former 1 millimol de PbI2. Alors en fait, on va essayer de voir si la réaction telle qu'on l'a faite aboutit à l'état final, à l'état maximal, pardon. Donc pour ça, on nous dit que l'on filtre le précipité obtenu, on récupère le filtrat incolore dans un Erlenmeyer. Donc on va séparer le solide jaune d'un côté de la solution de l'autre. Ce solide jaune, on va le sécher, on le pèse, et on peut déterminer, c'est la suite, la quantité de matière contenue dans ce précipité. Donc une masse molaire, je divise la masse par la masse molaire pour avoir la quantité de matière de ce précipité PbI2 qui est formé. Et je n'obtiens que 0,45 millimol. La question qui est posée, est-ce que c'est une réaction totale? Si jamais la réaction avait été totale, j'aurais dû produire 1 millimol de PbI2 pour un avancement maximal de 1 millimol. Comme je n'obtiens pas cet avancement maximal, eh bien, je n'ai pas une réaction totale. Je peux alors calculer ce qu'on appelle le taux d'avancement final, xf sur xmax. Donc, le xf que je détermine à partir de la masse de ce PbI2, sur xmax, que j'obtiens dans mon tableau d'avancement. Donc, xf, à quoi va être égal ce xf? Si je regarde mon tableau d'avancement, en fait, la quantité de matière finale de PbI2, c'est directement ce xf. Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, donc on est sur quelque chose d'assez simple. Donc taux va être égal à 0,45 sur 1, 0,45, ou si on veut l'exprimer en pourcentage, 45%. Mais surtout, c'est un taux qui est inférieur à 1. Si le taux d'avancement final est inférieur à 1, ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin et comprendre ce qui s'est passé, on récupère, je vous ai dit, d'un côté le solide, de l'autre côté la solution. Je prends cette solution, je la partage en deux tubes à essai, et je vais utiliser des réactifs qui sont spécifiques de Pb2+, ou de I-. Le chromate de potassium met en évidence les ions Pb2+. Eh bien, si je mets du chromate de potassium dans la solution qui me reste à la fin, je m'aperçois qu'il y a encore ces ions Pb2+. Même chose, je peux mettre en évidence les ions I- par un précipité beige avec le nitrate d'argent.
ce qui prouve que j'ai encore des ions I- dans mon état final. Donc dans l'état final, j'ai formé le produit, mais il me reste encore des réactifs. On dit alors qu'on a atteint un équilibre entre les réactifs et les produits. Alors c'est là qu'on va faire le lien avec notre dernier chapitre sur la cinétique, c'est que ça va dépendre de ses vitesses. Dans le cas d'une réaction non totale, à l'état final, tous les réactifs sont encore présents et coexistent avec les produits, définition qu'il faut connaître par cœur. L'état final est appelé équilibre, état d'équilibre chimique, et il va être modélisé par deux réactions opposées, d'où le petit symbole qu'on a utilisé en tout début d'année. À l'équilibre dynamique, on dit, les vitesses de disparition des réactifs et d'apparition des produits sont égales. Alors pour ça, on va regarder un petit schéma, là, une petite représentation graphique, c'est beaucoup plus simple. On modélise une réaction chimique, je vous ai dit à chaque fois, en cinétique, on fait des choses simples. Donc un réactif A qui me permet d'obtenir deux produits B et C. Ça, c'est la réaction qu'on va dire dans le sens direct. Elle est caractérisée par une vitesse de disparition de A qu'on appelle V1. Mais dans le même temps, j'ai aussi B et C qui finalement se combinent pour me redonner l'espèce A. Là aussi, caractérisée par une vitesse de réaction, la vitesse d'apparition de cette espèce A. Si je suis dans le cas d'une réaction totale, évidemment que cette deuxième réaction, la B plus C donne A, n'existe pas. V2 est nul. Et je vais retrouver sur cette représentation graphique l'expression de la vitesse en fonction du temps. Attention, c'est bien la vitesse, c'est pas des concentrations, c'est la vitesse des réactions. Alors cette vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Au tout départ, lorsque j'ai une très grande concentration de A, eh bien forcément j'ai une très grande vitesse. Concentration, facteur cinétique. Et puis plus A va réagir, moins il y en aura, donc plus la vitesse va diminuer. Et elle va tellement diminuer cette vitesse que lorsque je n'aurai plus de A, la vitesse sera nulle. Donc ça c'est très caractéristique d'une réaction qui va être totale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour une réaction qui mène à un équilibre dynamique? Bien, vous retrouvez toujours cette allure de courbe pour V1, décroissante, mais par contre, cette fois-ci, elle ne tend plus vers 0, puisque j'ai toujours l'espèce A qui va être réactive et présente dans l'état final. Et puis apparaît une deuxième courbe ici, la courbe représentant la vitesse de disparition de A. Et bien, cette fois, c'est plus une courbe qui est nulle, d'accord? Puisque cette deuxième réaction, B plus C donne A, elle existe, cette deuxième réaction. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on tend vers cet équilibre. Tendre vers l'équilibre, c'est que finalement, bien, le système n'évolue plus. J'ai une quantité finale de A, de B, de C qui n'évolue plus. Et bien, ça correspond, vous voyez, à ce que ces deux courbes tendent vers la même valeur. Voilà une première définition de ces systèmes à l'équilibre. Maintenant, on va essayer de les caractériser. On va définir ce qu'on appelle le quotient d'une réaction et on va voir que dans un certain cas, ce quotient va être constant. Alors là, je prends une réaction un petit peu plus compliquée que simplement A donne B plus C. Mon modèle, c'est petit a grand A plus petit b grand B en équilibre avec petit c grand C plus petit d grand D. Les petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont bien évidemment les coefficients stoichiométriques. Grand A, grand B, grand C, grand D, ce sont les espèces chimiques qui réagissent. Ce qu'on appelle quotient de réaction, c'est le gros truc qui est écrit en dessous, là, QR. Alors si je décortique, c'est pas si compliqué que ça. En fait, je vais prendre les concentrations de chacune de ces espèces chimiques. Je vais commencer par les concentrations des produits, donc C ici, D ici. Je vais diviser ces concentrations par une concentration de référence. Rappelez-vous, on en avait parlé quand on avait défini le pH. Concentration C0 égale 1 mol par litre. Elle est là tout simplement pour faire en sorte que QR n'ait aucune unité. Si je divise une concentration par une concentration, je n'ai plus rien. D'accord ? Et pour chacun de ces C et D, je vais élever à la puissance correspondant au coefficient stoichiométrique qui se trouve devant chacune des espèces chimiques.
Ça, c'est pour le numérateur de mon quotient. Et pour le dénominateur du quotient, je fais pareil, mais avec les espèces qui étaient réactifs. Donc grand A, concentration de grand A sur concentration C0, à la puissance petit a, le coefficient stoichiométrique de l'espèce A. Même chose pour B, concentration de B sur C0, exposant petit b, coefficient stoichiométrique de petit b. Bien évidemment, toutes les concentrations doivent être exprimées en mol par litre. Et justement, si c'est des concentrations, attention. Quand on aura des espèces solides, rappelez-vous l'exemple ici où je formais PBI2 solide. Un solide n'a pas de concentration en solution. Par conséquent, lui, on va l'oublier. Lui, il ne fera pas partie du coefficient de réaction. De même, si jamais au cours de ma réaction, je produis de l'eau. L'eau, c'est souvent mon solvant. Le solvant, lui, il a pour concentration cette concentration de référence C0. Donc finalement, C0 sur C0, ça fera 1. Et du coup, on n'en tiendra pas compte non plus dans le quotient. Donc par exemple, si je veux écrire le quotient de réaction pour la réaction qu'on a étudiée au tout début, au numérateur, j'aurai rien, puisque je n'ai pas de produit. Donc on ne va pas mettre 0, on mettra 1 divisé par la concentration de Pb de plus sur C0, je n'ai pas de coefficient stoichiométrique, multiplié par la concentration des ions I- sur C0, le tout exposant 2, puisque 2, c'est le coefficient stoichiométrique de I-. Et on peut calculer ce quotient de réaction à n'importe quel état d'avancement du système. Et on peut en particulier le calculer pour l'équilibre chimique. On s'aperçoit alors que n'importe quelle condition initiale me permet toujours d'aboutir au même équilibre et donc à une valeur de coefficient de réaction qui devient constante à l'équilibre, qui ne dépendra pas des conditions initiales, qui ne dépendra que de la température à laquelle on travaille. Alors ça va être très très important parce que ça va nous permettre de prévoir si la réaction a lieu dans le sens direct ou dans le sens indirect. Donc première chose, on calcule le coefficient de réaction avec toutes les données qui nous sont fournies sur les concentrations initiales, etc. Et on regarde et on compare à la constante d'équilibre qui nous sera toujours fournie. Si les deux sont égaux, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans l'état d'équilibre. L'équilibre est atteint, il n'y a plus rien à faire. Par contre, si QR est plus petit que KT, de manière visuelle, on peut le représenter comme ceci. QR se trouve inférieur à KT. Il va falloir que QR petit à petit se rapproche de la valeur de KT pour atteindre la valeur de l'équilibre. Par conséquent, le système chimique tel que l'on l'a placé initialement ne va pas rester comme ça. Les réactions vont se faire jusqu'à atteindre l'état d'équilibre. Et quelle réaction ? La réaction qui va nous ramener vers KT, la réaction qui va se faire dans le sens direct. Donc, quand je reprends là-haut, c'est dans ce sens-là. Dernière solution, bien évidemment, QR est cette fois-ci plus grand que KT, il ne peut pas rester plus grand, il va évoluer ce QR de façon à devenir égal à KT, donc il faut que QR diminue. Et pour que QR diminue, il faut que le système évolue dans le sens, on dit, indirect, dans le sens finalement des produits vers les réactifs. Donc à ce moment-là, les concentrations des réactifs et des produits changent et on va pouvoir modifier la valeur de QR. Voilà pour le cours, on va passer aux exercices.